Et il faut savoir que dans ce qui reste, la plus grosse part nous arrive sous forme de gaz liquéfié, exactement comme en provenance des États-Unis. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à se passer totalement du gaz russe? Tout simplement parce qu'il n'y a pas facilement des alternatives. Puisque après avoir dit Poutine jamais de la vie, on recommencerait à commercer avec lui. Par contre, ça aurait un avantage, c'est que quand on fait du commerce ensemble, on a moins envie de se taper dessus. Il faut quand même pas oublier que deux gros gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés, donc on ne peut plus les utiliser physiquement. Mais par contre, il y a le gazoduc qui passe au sud, Turk Stream. Et puis, il y a surtout le gazoduc ukrainien qui a été mis à l'arrêt pendant la guerre. Mais après la guerre, on peut imaginer qu'il recommencera à fonctionner. Alors, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine et de ses conséquences économiques. L'un des sujets brûlants, c'est le gaz russe. Avant le conflit, il représentait près de 40% de l'approvisionnement de l'Europe. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 14%. Bien que l'Europe essaie de s'affranchir de cette dépendance, les alternatives ne sont pas aussi simples à mettre en place. Donc les infrastructures sont là, mais elles sont anciennes et difficiles à remplacer rapidement. Le gaz liquéfié en provenance des États-Unis est une solution, mais ça demande des installations spécifiques et du temps. Alors, quelle direction l'Europe va-t-elle prendre aujourd'hui? Va-t-elle réussir à se passer du gaz russe pour de bon ou va-t-elle être contrainte de revenir à la table des négociations avec Moscou une fois la guerre terminée? Restez avec nous jusqu'à la fin pour analyser ça ensemble et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Ça tient en deux mots le dossier du matin, gaz russe. Oui, le gaz russe qui revient sur la table. Alors le gaz russe, c'était 40% du gaz européen avant le début de la guerre en Ukraine. Et à ce moment-là, on a dit on va quand même pas acheter du gaz à Poutine. Et donc on a décidé d'essayer de se passer du gaz russe. Alors on a essayé, mais on n'y est pas complètement arrivé aujourd'hui, puisque les Russes, c'est encore 14% du gaz qu'on utilise en Europe. Donc ça a été divisé à peu près par 3, mais ça reste quand même quelque chose. Et il faut savoir que dans ce qui reste, la plus grosse part nous arrive sous forme de gaz liquéfié, exactement comme en provenance des États-Unis. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à se passer totalement du gaz russe? Tout simplement parce qu'il n'y a pas facilement des alternatives. Le gaz russe nous arrivait par gazoduc. À partir du moment où le producteur, on décide de plus y avoir recours, on ne peut pas déplacer le gazoduc par hélicoptère comme ça, puis pouf, aller le brancher sur un autre producteur instantanément. Et si on veut se fournir en gaz liquéfié, eh bien, il faut qu'on ait des producteurs qui aient du gaz à exporter. Ils n'en ont pas nécessairement autant qu'on voudrait. Et il faut qu'ils puissent matériellement l'exporter. Donc, on est ce qu'on appelle des trains de liquéfaction, c'est-à-dire des très grosses installations industrielles qui font passer le gaz de l'état gazeux à l'état liquide à une température très basse et avec des bateaux spéciaux qui sont capables de le transporter à cette température très basse. Donc, tout ça n'est pas si facile que ça à faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, on ne se passe pas totalement du gaz russe. Et Jean-Marc, si on se projette sur l'après-guerre qu'on pronostique tous, est-ce que ça serait finalement aussi simple que ça de recommencer avec les Russes? Alors, un certain nombre de gens disent, dès que la paix se sera faite en Ukraine, il n'y a pas de raison de ne pas recommencer à acheter du gaz russe. Alors oui, effectivement, on pourrait. Il faut quand même pas oublier que deux gros gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés, donc on ne peut plus les utiliser physiquement. Mais par contre, il y a le gazoduc qui passe au sud, Turk Stream. Et puis, il y a surtout le gazoduc ukrainien qui a été mis à l'arrêt pendant la guerre. Mais après la guerre, on peut imaginer qu'il recommencera à fonctionner. En fait, à ce moment, on se retrouve face à un deuxième obstacle, c'est qu'on a décidé de décarboner notre continent. En Europe, le gaz reste une énergie fossile. Et à partir du moment où on recommence avec les Russes, ça veut dire qu'on recommence avec les énergies fossiles. Et il faut bien voir que les installations qui consomment du gaz, pour partie, ce sont des installations qui ont une durée de vie très longue. Les installations industrielles, en particulier les industriels de la chimie allemands, poussent beaucoup pour qu'on recommence à s'approvisionner en gaz russe. Et c'est peu probable, si on fait ça, qu'ils fassent leur transition dans les 15 ans qui viennent en se décarbonant totalement. La deuxième chose, c'est qu'il faudra quand même un peu se boucher le nez, puisque après avoir dit Poutine jamais de la vie, on recommencerait à commercer avec lui. Par contre, ça aurait un avantage, c'est que quand on fait du commerce ensemble, on a moins envie de se taper dessus. Et c'est quand même aussi une préoccupation qu'il faut toujours avoir présente dans un coin de son esprit. C'est notre planète, Jean-Marc Jancovici, la séance explication du samedi matin sur RT. Alors la question demeure, est-ce que l'Europe peut réellement se défaire de la dépendance au gaz russe ou va-t-elle se retrouver dans une situation où elle devra reprendre ses relations commerciales avec la Russie une fois la guerre terminée? Le gaz liquéfié des États-Unis et les alternatives énergétiques sont-ils la clé de l'avenir de l'Europe ou est-ce juste un pansement temporaire à un problème bien plus vaste? Je vous invite à partager vos pensées sur ce dilemme énergétique dans les commentaires avec moi. Pensez-vous que l'Europe réussira à accélérer sa transition énergétique sans compromettre sa sécurité? Je serai personnellement dans les commentaires pour répondre à chacun de vos avis et échanger avec vous. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne
pour suivre nos prochaines vidéos qui traitent des questions qui façonnent l'avenir de l'Europe et du monde. À tout de suite.